Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richmond Heights était une ville au charme tranquille en apparence, bordée de petites maisons en briques rouges, de parcs ombragés et de rues où l'on croisait souvent des voisins souriants. Pourtant, derrière cette façade paisible, une tension sourde agitait la communauté, une fracture invisible mais profondément ancrée entre ses habitants et les forces de l'ordre. Depuis plusieurs années, la communauté noire de Richmond Heights vivait dans une méfiance grandissante à l'égard de la police locale. Des incidents non résolus, des contrôles injustifiés, des humiliations répétées nourrissaient un sentiment d'injustice et de colère. Pourtant, beaucoup rêvaient de changement, espérant que la justice puisse enfin régner. Clarice Johnson faisait partie de ces voix d'espoir. Née et élevée dans ce même quartier, elle avait su briser le plafond de verre qui empêchait trop souvent les jeunes femmes noires de rêver grand. À 38 ans, elle avait atteint un grade prestigieux dans l'armée américaine, celui de capitaine. Décorée pour son courage et son leadership, elle incarnait la force, la résilience et la discipline. Mais ce retour à Richmond Heights n'était pas seulement un voyage personnel. Clarice venait voir sa mère, Madeline, une femme douce et forte, qui l'avait élevée seule, en lui transmettant la fierté de ses racines et l'importance de se battre pour ses droits. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, Clarice s'apprêtait à rentrer chez elle après une visite à l'hôpital où sa mère avait subi un examen. Fatiguée, l'esprit préoccupé par la santé de Madeline, elle ne se doutait pas qu'une rencontre allait tout bouleverser. Un simple arrêt au bord de la route, un agent de police, un regard chargé de préjugés. Ce fut le début d'une épreuve qui allait mettre à rude épreuve sa dignité, son courage, mais aussi la solidité de ses convictions. Dans une ville où le racisme se cache derrière les uniformes, Clarice allait devoir se battre non seulement pour elle-même, mais pour toute une communauté qui n'attendait que justice. Clarice Johnson conduisait doucement sur les avenues familières de Richmond Heights, la ville où elle avait grandi et qu'elle connaissait comme le creux de sa main. Le moteur ronronnait doucement sous le capot de sa berline noire, un véhicule élégant, reflet de ses années de discipline et de réussite. Elle venait de passer plusieurs jours auprès de sa mère, Madeline, dont la santé fragile inquiétait toute la famille. Le vent frais de la soirée jouait avec les feuilles tombées des arbres, dispersant ici et là une odeur d'humus et de pluie récente. Clarice aimait cette atmosphère calme et presque douce, qui contrastait avec le tumulte de sa vie militaire souvent ponctuée de missions difficiles et de responsabilités écrasantes. Sur le siège passager, son sac en cuir reposait tranquillement, contenant ses affaires personnelles et quelques dossiers de travail qu'elle avait emportés pour ne pas perdre le rythme. L'armée avait été son monde pendant plus de 15 ans, un refuge et une école de vie. Ici, pourtant, tout semblait différent. La ville lui rappelait les souvenirs de son enfance, des rires dans les rues, des après-midi passés au parc avec ses amis, mais aussi les regards lourds de jugement qu'elle avait appris à déchiffrer dès son plus jeune âge. Alors qu'elle passait devant un lampadaire, un éclat bleu et rouge se refléta soudain sur sa vitre. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, des gyrophares de police. Son cœur battit un peu plus vite, mais elle se força à garder son calme. Elle ralentit et s'arrêta sur le bas-côté, les mains sur le volant, le regard posé droit devant. L'agent Thomas Reynolds descendit de sa voiture avec une démarche lente et assurée. Blanc, les traits durs, il portait l'uniforme avec une certaine rigidité, comme s'il imposait sa présence au monde autour de lui. Reynolds avait la réputation d'être intransigeant, mais aussi d'avoir des préjugés qu'il ne cachait guère lorsqu'il était hors du regard de ses supérieurs. « Bonsoir, madame. »« Savez-vous pourquoi je vous arrête ?» demanda-t-il en s'approchant, la voix ferme. Clarice, soucieuse de ne pas envenimer la situation, répondit avec politesse. « Non, agent. » Reynolds examina rapidement son permis de conduire et les papiers du véhicule, ses yeux parcourant le document avec un certain mépris. « Vous rouliez trop vite, madame. » Clarice fronça légèrement les sourcils et jeta un coup d'œil à son compteur, il indiquait 45 miles par heure dans une zone limitée à 50. « Je suis désolée, mais je ne pense pas. Je roulais en dessous de la limite. » Sa voix restait calme, posée. L'agent haussa un sourcil, agacé. Peut-être. Mais c'est moi qui décide ici. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Clarice obéit, ouvrant la portière lentement,
consciente que chaque geste était observé. Ses mains légèrement tremblaient, non pas par peur, mais par l'injustice palpable qui s'installait. Elle se tenait droite, fière, portant encore son uniforme militaire sous son manteau. « Je suis capitaine dans l'armée américaine », déclara-t-elle en fixant Reynolds dans les yeux. « Je vous demande de respecter la loi et mes droits. » Mais Reynolds sembla ne pas entendre. Il s'avança brusquement, posant une main ferme sur le bras de Clarisse. « Vous n'êtes rien de plus qu'une suspecte ce soir. » Sa voix était froide, méprisante. Clarisse recula d'un pas, surprise par la brutalité de l'agent. Elle chercha à s'expliquer, à lui faire comprendre son erreur. « Je vous assure que vous vous trompez. Je rentre d'une visite à l'hôpital où ma mère est gravement malade. » Mais Reynolds, sourd à ses paroles, fit un geste pour la menotter. À cet instant précis, une gifle retentit, violente et inattendue. Reynolds, dans un accès de colère incontrôlée, venait de frapper Clarisse en pleine figure. Sous le choc, Clarisse sentit la douleur irradier de sa joue, mais ce fut la honte qui l'atteignit le plus profondément. Plusieurs passants, choqués, sortirent leur téléphone pour filmer la scène, tandis que certains murmuraient entre eux, horrifiés. Une voix s'éleva alors, forte et claire. « Et ça suffit !» Marcus Taylor, voisin et ami d'enfance de Clarisse, s'approcha rapidement pour intervenir. « Lâchez-la, espèce de fou !» cria-t-il, se plaçant entre l'agent et Clarisse. La foule grossissait, des gens s'attroupant, partageant leur colère et leur incrédulité. Pourtant, Reynolds, toujours sous le coup de son ressentiment, tentait de garder le contrôle, mais l'écho de son geste allait bien au-delà de cette nuit. Clarisse, malgré la douleur et l'humiliation, reprit lentement son souffle, les yeux brillants de détermination. Elle savait que cette affaire n'était pas qu'une simple altercation. C'était un combat, un cri, une lutte contre un système qui la voyait d'abord comme une couleur et non comme une personne, un soldat, une femme fière. Et ce combat venait tout juste de commencer. Le vent frais de la nuit semblait soudain s'être figé, comme suspendu au silence lourd qui s'était abattu sur la scène. Les passants, d'abord stupéfaits, avaient rapidement sorti leur téléphone portable, capturant chaque instant de ce moment chargé d'injustice. Les lumières bleues et rouges des gyrophares dansaient sur les visages, révélant la peur, la colère et la détermination mêlées. Clarisse Johnson, la joue encore brûlante de la gifle reçue, resta debout, immobile, fixant l'agent Reynolds avec une intensité nouvelle. Son souffle était profond, contrôlé, malgré la douleur. Elle savait que céder, même un instant, serait lui donner raison. « Agent Reynolds, vous me devez des explications. Ce que vous venez de faire est illégal et immoral, » dit-elle d'une voix ferme mais calme. Reynolds, le regard dur, ne montra aucun remords. Au contraire, il redoubla de mépris, son visage se crispant en un rictus de supériorité. Il attrapa à nouveau le bras de Clarisse avec une poigne serrée. « Je vous emmène au poste. Vous serez jugé là-bas. » La résistance de Clarisse ne faiblit pas usant de sa force militaire et de sa formation au combat, elle parvint à se dégager d'une impulsion sèche. Ses yeux lançaient des éclairs, défiant l'autorité mal placée du policier. « Vous ne me menotterez pas sans cause légale. Je suis capitaine dans l'armée américaine et vous me traitez comme une criminelle. Vous allez répondre de cette agression. » Mais Reynolds, ignorant ces paroles, commença à tenter de la forcer contre la voiture de patrouille. Ce fut alors qu'un cri s'éleva de la foule. « Lâchez-la, salaud !» hurla Marcus Taylor, qui s'était rapproché de nouveau, accompagné de plusieurs témoins, déterminés à empêcher un nouvel abus. La tension monta d'un cran. Les passants, hommes et femmes, jeunes et vieux, formèrent un cercle protecteur autour de Clarisse. Des téléphones filmaient sans relâche, capturant la scène en direct. La voix de la communauté se levait contre l'injustice. Mais Reynolds, pris entre sa rage et l'opinion publique qui se faisait sentir, tenta de garder la situation sous contrôle. Il appela du renfort aux radios. « Ici Reynolds, j'ai besoin d'aide. » Suspecte non coopérative, situation délicate. Quelques minutes plus tard, 2 autres agents arrivèrent, plus prudents, jetant des regards inquiets à leurs collègues. Clarisse, toujours droite, regarda calmement ses nouveaux venus. « Je demande un avocat. »
Je refuse toute autre forme d'arrestation sans motif. Angela Baker, l'avocate de Clarisse, fut contactée en urgence. Femme brillante et infatigable défenseur des droits civiques, Angela connaissait parfaitement les lois et la dynamique du pouvoir dans cette ville. À son arrivée, elle constata immédiatement la gravité de la situation. S'adressant aux agents, elle déclara: Clarisse Johnson est capitaine dans l'armée américaine et a été agressée sans raison valable. Toute tentative de détention illégale sera immédiatement contestée devant la justice. Sous la pression croissante des témoins, des médias locaux et de l'avocate, Reynolds fut finalement contraint de relâcher Clarisse, mais non sans avoir laissé une marque indélébile. Clarisse, bien que secouée, garda la tête haute. Elle savait que cette nuit ne serait que le début d'un combat bien plus grand, celui contre le racisme systémique et les abus de pouvoir. Les jours qui suivirent l'incident furent un mélange d'agitation, d'incertitude et d'une colère sourde qui grondait dans tout Richmond Heights. Le récit de l'agression de Clarisse Johnson circulait rapidement, partagé par les témoins, diffusé par les réseaux sociaux, amplifié par les médias locaux. Chaque vidéo, chaque témoignage renforçait la réalité d'un racisme institutionnel difficile à ignorer. Clarisse, bien qu'encouragée par le soutien grandissant, ressentait encore le poids de cette humiliation. Pourtant, son esprit restait clair, son regard fixé sur la justice qu'elle voulait obtenir. Elle n'était plus seulement une femme blessée, mais un symbole, une voix qui refusait de se taire. Angela Baker, son avocate dévouée, prit les choses en main. Elle lança un appel à témoins, rassembla des preuves, des rapports médicaux, et surtout mobilisa un réseau d'avocats spécialisés dans les droits civiques. Le dossier était solide. Le chef de la police, le capitaine Robert Mitchell, malgré une certaine réticence au départ, dut ouvrir une enquête officielle face à la pression publique. Lors de la conférence de presse organisée quelques jours plus tard, Clarisse prit la parole devant une assemblée compacte de journalistes, voisins et militants. Sa voix, ferme et posée, résonna avec puissance. Ce que j'ai vécu n'est pas un incident isolé, mais le reflet d'un système qui tolère encore l'injustice et la discrimination. Ce soir-là, j'ai été attaquée non pas parce que je méritais un traitement spécial, mais parce que je suis une femme noire. Les caméras braquées sur elle capturèrent chaque mot, chaque émotion. Sa dignité malgré la douleur impressionna ceux qui l'écoutaient. De nombreuses voix s'élevèrent, parmi les habitants de Richmond Heights mais aussi au-delà. Des associations de défense des droits civiques, des élus locaux, des militaires, tous apportèrent leur soutien, renforçant la cause de Clarisse. Dans le même temps, le policier Thomas Reynolds fut placé en garde à vue, confronté aux multiples témoignages et à la vidéo accablante. Il tenta de se justifier, prétendant n'avoir fait qu'appliquer la loi, mais son passé entaché par des plaintes pour discrimination ne joua pas en sa faveur. Le procès disciplinaire organisé dans les semaines suivantes fut suivi avec attention. Clarisse, forte de son expérience militaire et de son intégrité, comparaissait non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes celles et ceux qui avaient subi de telles humiliations. Lors de l'audience, elle déclara avec clarté et émotion: Ce combat est pour la justice, pour la dignité humaine, pour le respect de chacun. Nous ne devons plus tolérer que la peur ou la haine justifie la violence et l'injustice. L'opinion publique bascula. Le capitaine Reynolds fut suspendu, puis démis de ses fonctions. Sa carrière entachée par son comportement raciste, il devint un symbole d'une ère à dépasser. Clarisse Johnson devint alors une figure de résistance, une incarnation du courage face à l'adversité. Son histoire inspirait les débats, alimentait les luttes, et nourrissait l'espoir d'un changement réel. Le jour de l'audience disciplinaire contre l'agent Thomas Reynolds, la salle était remplie d'une tension palpable. Des représentants de la police, des avocats, des journalistes et des habitants de Richmond Heights s'étaient déplacés pour assister à ce moment décisif. La lumière crue des projecteurs accentuait chaque regard, chaque expression, comme si la vérité elle-même devait être mise à nu. Clarisse Johnson entra dans la salle avec calme et dignité. Son visage portait encore les traces de l'épreuve, mais ses yeux brillaient d'une détermination intacte. À ses côtés, Angela Baker, son avocate fidèle, lui serra la main avec un sourire rassurant. L'agent Reynolds, lui, affichait une posture défensive, mal à l'aise face au poids des accusations et de la pression médiatique. Son arrogance s'était effritée, laissant place à une nervosité visible.
Le président de la commission disciplinaire ouvrit la séance en rappelant les faits. Puis, tour à tour, les témoins furent appelés à la barre. Clarisse fut la première à prendre la parole. Je suis capitaine dans l'armée américaine. Ce soir-là, j'ai été arrêtée sans raison, agressée physiquement, humiliée publiquement. Ce que j'ai subi dépasse l'injustice d'un simple contrôle, c'est le reflet d'un racisme institutionnel profondément enraciné. Elle parla avec force, exposant son ressenti, ses blessures, mais aussi son espoir. Je ne cherche pas la vengeance, mais la justice. Pour moi, pour ma mère, pour toutes les personnes qui subissent ce genre d'abus. Les témoignages des passants, des collègues militaires et de l'avocate renforcèrent la crédibilité de Clarisse. Les vidéos, prises par les témoins, furent projetées, montrant clairement l'agression brutale de Reynolds. Après plusieurs heures de débat, la commission prononça sa décision. L'agent Thomas Reynolds était suspendu immédiatement et une procédure de révocation était engagée. Une sanction lourde mais juste, saluée par la foule qui attendait la fin de cette affaire. Pour Clarisse, cette victoire ne marquait pas la fin, mais le commencement d'un combat plus large. Forte de son expérience et de son statut, elle décida de consacrer son énergie à la lutte contre le racisme systémique, aussi bien dans les forces de l'ordre que dans la société civile. Elle créa une organisation dédiée à la défense des droits civiques et au soutien des victimes d'abus policiers. Son engagement fut salué par des personnalités publiques, des militaires, et une partie grandissante de la population. Richmond Heights changeait doucement, porté par des voix comme celle de Clarisse, qui ne se taisait plus. Les mois qui suivirent le verdict contre l'agent Thomas Reynolds furent un tourbillon d'émotions pour Clarisse Johnson. Entre les interviews, les conférences, les rendez-vous avec les élus locaux, et la gestion de sa nouvelle organisation de défense des droits civiques, son quotidien avait changé du tout au tout. Mais au-delà de cette agitation médiatique, Clarisse ressentait un besoin profond de retrouver la paix intérieure. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées tapissaient les trottoirs de Richmond Heights, Clarisse se promenait dans le parc où elle avait grandi. Les bancs usés par le temps, les rires d'enfants qui jouaient au loin, tout semblait à la fois familier et différent. Elle s'arrêta devant un vieux chêne, l'arbre sous lequel elle avait souvent rêvé de devenir plus grande que ses circonstances. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant la gifle, le regard haineux de Reynolds, la douleur sourde qu'il avait traversée ce soir-là. Mais elle se souvenait aussi de la force qu'elle avait puisée en elle, des mains tendues qui l'avaient soutenue, des voix solidaires qui s'étaient élevées. Au loin, une silhouette s'approcha. C'était Marcus Taylor, son voisin et ami fidèle. « Tu as changé cette ville, Clarisse. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde, » dit-il avec sincérité. Elle sourit, un sourire chargé de gratitude et de fatigue. « Ce n'est qu'un début, Marcus. Il y a encore tellement à faire. Mais je sais maintenant que je ne suis pas seule. » Ils marchèrent côte à côte, évoquant les projets, les luttes à venir, les espoirs. Clarisse savait que chaque pas serait un combat, mais aussi une victoire. Clarisse continua à développer son organisation, offrant soutien juridique, formation et plateforme d'expression aux victimes d'abus policiers. Son engagement attira des partenaires, des jeunes activistes et même des membres réformistes de la police désireux de changer les choses. Elle fut invitée à témoigner devant des commissions parlementaires, participait à des panels sur la justice sociale et inspirait une génération entière à ne plus accepter le silence face à l'injustice. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie organisée par la ville en hommage aux citoyens exemplaires, Clarisse fut invitée à prendre la parole. Face à une foule nombreuse rassemblée sous un ciel étoilé, elle monta sur scène. Les lumières éclairaient son visage, désormais connu et respecté. Elle s'adressa à l'assemblée avec émotion. « Ce que j'ai vécu aurait pu me briser. Mais grâce à vous, grâce à la communauté, je suis debout aujourd'hui. Je ne suis pas qu'une capitaine de l'armée, je suis une femme, une fille de Richmond Heights, une voix parmi tant d'autres qui refusent l'injustice. » La foule éclata en applaudissements chaleureux. Parmi eux, des enfants noirs, des anciens combattants, des familles, des voisins, tous porteurs d'espoir. Clarisse posa son regard sur sa mère, Madeleine, qui la regardait fièrement depuis les premiers rangs, les yeux brillants de larmes. Ce combat, c'est le nôtre. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur où la couleur de la peau ne dicte plus la peur, mais la fierté.
Alors que la soirée se terminait, Clarisse sentit au fond d'elle que, malgré les épreuves, elle avait trouvé sa mission. Une mission qui dépasserait sa propre vie, pour que jamais plus personne ne soit humilié ou attaqué pour ce qu'il est.